Bonjour, nous allons maintenant parler de l'analyse et de l'évaluation d'une position. Alors, comment analyser une position et comment, à partir de cette analyse, établir un jugement de valeur sur cette position. Cette question est cruciale et elle se pose constamment aux joueurs au cours de leur lutte sur l'échiquier. Et elle dépend du degré de correction le degré de correction de la solution dépendra du choix de leur coup. Alors, l'analyse d'une position. Comment procéder pour analyser une position? En fonction de quels critères? L'analyse d'une situation donnée suppose le relevé de toutes les caractéristiques de sa propre position, mais aussi de celle de l'adversaire. À cette fin, le joueur va considérer la situation d'ensemble sous divers angles. Le matériel, le terrain, le temps, la tactique, la stratégie. Commençons par le rapport matériel. Le relevé du rapport matériel est essentiel dans la mesure où il règle votre future conduite. À égalité de matériel, le relevé des autres facteurs déterminera à votre ligne de conduite. Et à inégalité de matériel, le comportement des joueurs s'en trouve d'emblée affecté. Celui qui en bénéficie va viser la liquidation des pièces, les échanges, afin d'entrer dans une fin de partie avec un avantage, si besoin en est, pour convertir son avantage matériel en gain. En revanche, celui qui en est la victime va devoir s'efforcer de compliquer le combat, d'obtenir des contre-chances dans l'espoir d'effacer son retard matériel. À ce propos, observons que la perte d'un pion ou d'une qualité dans une position par ailleurs en équilibre ne doit pas vous inciter à l'abandon immédiat. Ce retard ne sera décisif qu'à long terme, à supposer que l'adversaire maintienne son avance et pour le moins l'équilibre de la position. Un déséquilibre matériel même d'une pièce peut s'effacer lorsque celui qui en pâtit dispose de larges compensations tactiques ou stratégiques. Il est bien entendu que si l'on perd bêtement sa dame, alors que rien dans la position ne nous donne d'avantage, là, l'abandon est presque inévitable. L'avantage de terrain confère une plus-value à la construction qui en bénéficie. Le gain d'espace se mesure au nombre de traverses dont on dispose pour loger ces pièces, le nombre de rangées. L'occupation ou le contrôle du centre contribue aussi à ce gain d'espace. Plus les pièces gagnent en mobilité et plus on dispose d'espace supérieur à l'adversaire, plus les pièces gagnent en mobilité et partant en force de frappe. Une supériorité d'espace n'est pas nécessairement un facteur durable. Elle doit être exploitée par d'autres moyens sous peine de disparaître. Le facteur temps est aussi crucial. Les effets du facteur temps se dévoilent au sortir de l'ouverture et continuent à peser sur les déroulements du milieu de partie. Plus la position revêt un caractère ouvert, et plus une avance de développement confère une plus-value à celui qui en bénéficie. Par ailleurs, toute attaque est commandée par le degré de vitesse de son exécution. La mobilité et la centralisation des pièces contribuent à la vitesse de déplacement de ces pièces. Le manque d'espace ou les pièces mal placées freinent leur rayonnement. Ce double handicap s'oppose au respect du facteur temps. Ensuite, la tactique. Cette caractéristique est infiniment plus difficile à relever pour le joueur non expérimenté. La position revêt-elle un caractère dynamique et pourquoi? Bref, il s'agit de relever les indices qui favorisent la combinaison. Clouage, échec à la découverte, double échec à la découverte, double menace, pièce non protégée, pièce surchargée, insécurité du roi, possibilité d'ouvrir des lignes supplémentaires, etc. La présence de tous ces indices laisse supposer l'existence d'une combinaison, voire l'éventualité d'un mat, d'un pack ou d'un échec perpétuel. Reste à découvrir la solution tactique que recèle la position.
Et bien entendu, ce raisonnement doit se faire pour les blancs comme pour les noirs. Ça peut être votre adversaire qui peut disposer de menaces tactiques. L'examen sous l'angle stratégique nous invite à relever d'autres indices. Comment apprécier les lignes ouvertes et semi-ouvertes, les points d'appui, les avant-postes, l'occupation des 7e et 8e rangées, le bon et le mauvais fou, l'éventuelle supériorité du ou des cavaliers sur les fous, le degré de coopération des pièces, etc. Comment déceler enfin les qualités et les défauts de la structure de pions. Ici, le relevé des pions faibles, isolés, arriérés, doublés, est tout aussi essentiel que celui des cases fortes et faibles, des majorités sur l'aile dame, au centre ou sur l'aile roi, leur degré de mobilité, etc. Et de se poser la question suivante. Que valent leurs plus-values et moins-values en milieu de partie et plus tard en fin de partie? Comment juger enfin leurs mérites et leurs inconvénients réciproques? Il se peut que les faiblesses de part et d'autre s'annulent. Il arrive ainsi que l'une soit plus sérieuse que l'autre. La même comparaison vaut pour les plus-values. Un point fort ici peut annuler un point faible là-bas. Un point fort d'un côté peut annuler un point fort du côté opposé. Et il peut arriver aussi qu'un point fort, face à un point fort adverse, s'avère beaucoup plus grand, beaucoup moins important. L'évaluation d'une position permet ainsi de dresser un bilan complet de toutes les caractéristiques afin de parvenir à un jugement de valeur de l'ensemble. Cela devrait se faire dans l'objectivité. C'est difficile, car la majorité des joueurs ont tendance à juger leur position avec optimisme, parce que c'est leur position. Le pessimisme altère aussi le jugement, bien entendu. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons un cas concret, celui-ci en fait, et nous verrons l'établissement d'un plan. Je vous remercie.